qu'il annonce dans son classement 2018 sur la gouvernance en Afrique. Les changements importants que certains s'imaginaient dans la première équipe gouvernementale du nouveau Premier ministre Mohamed Salem El-Béchir n'ont pas eu lieu. En effet, la majorité des ministres de l'ancienne équipe de Yahya El-Hademin sont restés au sein du nouveau gouvernement, pour la plupart à leurs anciens postes, pour d'autres dans de nouvelles fonctions ministérielles. La première surprise dans ce nouveau gouvernement est la nomination au ministère de la Défense du général de division Mohamed Zul Ahmed El-Ghazouani, quelques semaines seulement après avoir bénéficié de ses droits à la retraite et son départ du poste de chef d'état-major des armées. Sur les 21 postes ministériels, 7 ont été confiés à des femmes, avec une seule entrée, celle de la nouvelle ministre de la Jeunesse et des Sports, qui succède à une autre femme, partie elle au ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Le parti El-Wiyam claque la porte à l'opposition, il passe à l'UPR avec armes et bagages. La décision a été prise hier soir à l'issue d'une réunion extraordinaire de son Conseil national. Boïdel El-Homeid a indiqué que la décision de la fusion met fin au parti El-Wiyam démocratique et social et fait de ses membres, de ses députés et conseillers municipaux une partie intégrante de l'UPR. C'est récidivé. Ce moment est exceptionnel, historique et chargé d'émotions. Le parti El-Wiyam démocratique et social se fond dans le parti au pouvoir, l'Union pour la République. Cette décision est celle des congressistes de cette formation politique, dite de l'opposition responsable. Il a été souvent accusé par le camp de l'opposition radicale de faire le jeu du pouvoir. Par les résolutions que vous venez de prendre au cours de ce congrès extraordinaire, vous avez décidé de mettre fin à l'existence du parti El-Wiyam démocratique et social. Ce parti qui nous a réunis pendant plus de 8 ans et dans le cadre duquel nous avons partagé beaucoup de choses, des expériences, des victoires, mais aussi des défaites. Tout cela a enrichi notre expérience, tant individuelle que collective, et nous servira dans notre nouveau choix pour une contribution positive à l'œuvre de construction nationale engagée par l'IPR et sa direction. Notre action politique sera menée non plus à partir de statuts d'opposition, mais au sein de partis au pouvoir. Militants et militantes, à partir de ce moment, vous devenez militants et militantes, conseillers municipaux, maires et députés de l'IPR, et vous êtes appelés à servir votre nouveau parti avec la même ardeur et le même dévouement que je vous connais. El-Wiyam, qui disparaît de la nomenclature des partis politiques du pays après 8 années d'existence, c'est sans conteste l'une des conséquences des élections législatives municipales et régionales de septembre dernier. Par cette adhésion, l'Union pour la République se consolide davantage en perspective de la présidentielle de 2019. Mais les places à pourvoir autour de la mangeoire seront plus que jamais compétitives. Des centaines de commerçants du marché central de Nouakchott ont organisé aujourd'hui un sit-in devant le palais présidentiel. Ils protestaient contre les coupures récurrentes d'électricité dans leurs boutiques et la mise en demeure que l'État leur a faite pour la énième fois pour déménager au nouveau marché. Un reportage de Hamallah Diagana. L'épineuse question du délogement des commerçants du grand marché de la capitale ressurgit encore. Les occupants du marché se sont donné rendez-vous ce matin devant les grilles du palais présidentiel pour dénoncer les coupures d'électricité constatées ces 2 derniers jours dans leur lieu de commerce. Une situation qui a mis les occupants dans un état de colère et de frustration qui les a conduits à manifester publiquement pour montrer leur désaccord. Les autorités ont sommé pour la énième fois les commerçants d'évacuer les lieux pour démolir le plus ancien aux citoyens qui s'y trouvent. Nous ne voulons pas que le marché de la capitale soit transféré. Ce que nous n'accepterons jamais, quitte à ce qu'on le démolisse sur nos têtes. La location dans le nouveau centre commercial est trop chère. Nous n'avons pas les moyens du tout.
Nous ne sommes pas contre tout ce qui est entrepris pour l'intérêt du pays, mais nous sommes contre tout ce qui va à l'encontre des intérêts des citoyens. Et nous tendons la main pour arriver à un accord consensuel. Nous faire déguerpir de cette manière humiliante dans l'intérêt d'autres personnes, d'ailleurs inconnues, nous ne cautionnons pas cela. Loin des querelles et manifestations, certains considèrent l'ancien marché comme un lieu de prédilection. Le commerce est parfois émaillé d'ambiance musicale, un moyen d'atténuer le stress et faire baisser l'adrénaline. Le nouveau marché flambant neuf, construit pour reloger les occupants du vieux marché de la capitale, semble peu désiré par la masse des commerçants. Un marché construit dans les normes internationales selon les responsables, mais reste quand même presque vide à l'heure actuelle. Les quelques commerçants qui s'y sont déjà installés se montrent réticents, car la clientèle n'est toujours pas au rendez-vous. Il n'y a pas assez de clients comme ce qu'on faisait parce que nos clients sont toujours là-bas dans l'ancien marché. Mais actuellement aussi, ça promet. Les gens commencent à venir. Les boutiques ont de très bons prix. Avant, il y avait des gens qui donnaient des prix à l'heure. Maintenant, on a des prix qui sont vraiment abordables. Ici, c'est à 80 000, à 70 000. Donc, c'est à la portée de n'importe qui par rapport à ce marché qu'on était. Aujourd'hui, les pouvoirs publics veulent détruire ce marché pour des raisons sécuritaires après la construction d'un nouveau centre commercial. Une situation que certains commerçants ne veulent pas entendre de leurs propres oreilles. Le bras de fer entre les autorités mauritaniennes et les occupants du grand marché de la capitale ne cesse de perdurer. La question du délogement devient un casse-tête non seulement pour les autorités, mais aussi pour les commerçants. Cheikh Mahmoud Diagana, Sahel TV, Nouakchott. Et maintenant, le journal de l'économie avec Ndeiso City. Bienvenue dans cette page éco. La Fondation Mouibrahim vient de publier son classement 2018 sur la gouvernance en Afrique. Cette année encore, le rapport de bonne gouvernance en Afrique établi par la Fondation Mouibrahim montre l'évolution des 10 dernières années sur le continent. Les 54 pays sont ainsi classés en fonction de leur développement économique, démographique, environnemental, les avancées politiques, l'éducation, la santé ou les droits humains, selon les critères bien définis. Au classement général, la Mauritanie est le meilleur pays africain en matière de gouvernance, avec 119,5 points sur 100. La Somalie est par contre la dernière du classement, avec 13,6 points. Réunis à Niamey, les représentants de la Mauritanie, du Niger, du Mali, du Burkina Faso et du Tchad se sont penchés sur les voies et les moyens de mettre en œuvre pour sortir la vaste région du Sahel du marasme économique. Unique solution pour combattre l'extrémisme. Ce mardi 30 octobre, le communiqué final de Niamey souhaite un appui de la communauté internationale et de l'Alliance du Sahel en vue de la mise en œuvre diligente du programme de développement d'urgence et d'aménagement d'infrastructures de proximité dans les zones transfrontalières fragiles dans les États du G5 Sahel. Parmi les projets structurants prévus dans les programmes d'investissement prioritaires PIP figure une ligne de chemin de fer devant relier les 5 capitales, la création d'une compagnie aérienne commune pour améliorer la desserte et atténuer les difficultés de mobilité des populations, ainsi que des projets dans le domaine de l'énergie. Le financement du programme prioritaire du G5 Sahel est estimé à 14,8 milliards de dollars US selon les responsables. La recherche de financement sera la plus grande bataille à mener, surtout si l'on sait que les 420 millions de dollars d'euros plutôt nécessaires à la force militaire conjointe ne sont toujours pas réunis. Toujours dans le Sahel, au Niger, au premier trimestre 2018, les principaux clients du Niger sont notamment la Suisse, la France et le Nigeria, selon les économistes. Citant l'Institut national de la statistique, les 3 pays font à un seul 83,7% de la valeur totale des exportations du Niger, soit 38,5% pour la Suisse, ce qui représente 23,3 milliards francs CFA de produits exportés, suivent respectivement la France avec 27,7% pour
pour 15,6 milliards et le Nigeria avec 19,5 milliards pour 11,8 milliards. Les produits exportés sont principalement l'or, l'uranium, le pétrole, les produits d'agriculture et d'élevage et le gaz. La chancelière allemande Angela Merkel a accueilli ces 29 et 30 octobre la seconde édition de l'initiative Compact with Africa sur le partenariat du G20 avec l'Afrique qu'elle a lancé en 2017. Cette manifestation a été l'occasion d'examiner les opportunités de croissance et de promouvoir les investissements privés et les infrastructures en vue de contribuer au développement de l'Afrique et créer des emplois pour les jeunes africains. Récit de Hamaoula Jagana. Pendant de nombreuses années, nous avons été très concentrés sur l'Asie. Je pense qu'à l'avenir, le regard doit davantage se tourner vers l'Afrique, a déclaré la chancelière allemande lors d'une conférence à Berlin sur les investissements privés en Afrique appelée Compact with Africa. 12 pays africains participent à cette initiative créée lors de la présidence allemande du G20 l'an dernier, dont l'Afrique du Sud et le Rwanda, qui ont dépêché leur chef d'État dans la capitale allemande. La manifestation s'est déroulée en 2 temps. La première a réuni la chancelière allemande aux chefs d'État des pays associés. La seconde s'est matérialisée sous forme d'une conférence d'affaires avec les présences des chefs d'État de gouvernement, des dirigeants d'institutions financières, des investisseurs, des porteurs de projets, des grandes compagnies multinationales, notamment allemandes, et des représentants du secteur privé. Cette manifestation a connu la participation de plusieurs dirigeants africains. De même, les dirigeants de grandes institutions financières, Fonds monétaire international, Banque mondiale, Banque africaine de développement seront présents. Les 11 pays africains qui ont signé une adhésion individuelle au G20, Compact with Africa, sont le Bénin, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Éthiopie, le Ghana, la Guinée, le Maroc, le Rwanda, le Sénégal, le Togo et la Tunisie. Voilà, c'est tout pour l'actualité éco de ce soir. Merci de votre attention et retour à Sawa Sharifa. Et nous passons maintenant à l'actualité internationale. Au Mali, 2 casques bleus ont été tués et plusieurs autres blessés dans 2 attaques survenues samedi dans le nord et le centre du pays. La première attaque a eu lieu à Aber dans la région de Tombouctou et la deuxième à Konna dans la région de Mopti. Le groupe djihadiste Nusrat al-Islam wal Muslimin, dirigé par Iyad Agrali, a revendiqué la première. Le porte-parole de ce groupe, qui apparaît avec le visage complètement couvert, a expliqué que l'attaque était une mise en garde à tous les gouvernements de la région et particulièrement au Burkina Faso. Le groupe djihadiste appelle Ouagadougou à revoir sa politique qui a provoqué, selon les islamistes, l'insécurité des Burkinabés. Nusrat al-Islam wal Muslimin a promis de fournir le bilan de l'attaque prochainement. En Tunisie, la vie est revenue à la normale sur l'avenue Bourguiba au lendemain de l'attaque qui avait fait 20 blessés. Seule une présence policière renforcée est visible sur cette artère déjà très surveillée habituellement où se trouve le ministère de l'Intérieur, l'ambassade de France ou encore la cathédrale de Tunis. Les services municipaux nettoyaient au Karcher la zone où la jeune femme a déclenché sa charge, tandis que touristes et travailleurs arpentaient l'avenue où les nombreux cafés ont rouvert. La kamikaze Mnagebla, 30 ans, était titulaire d'une licence en anglais des affaires, mais n'était pas identifiée comme extrémiste par la justice. Selon des médias tunisiens, elle n'avait jamais trouvé d'emploi dans ce secteur, mais travaillait parfois comme bergère pour aider sa famille. Et en Indonésie, les espoirs de retrouver des survivants du crash de l'avion de Lion Air sont désormais presque nuls. L'avion s'est abîmé en mer avec 189 personnes à bord. Les secours indonésiens ont retrouvé de nouveaux restes humains. Aujourd'hui, sur le site de l'accident, des dizaines de plongeurs ont été dépêchés sur le site de la disparition du vol JT610. Les équipes ont pour l'heure rempli 10 sacs mortuaires de morceaux de corps qui doivent être envoyés à Jakarta en vue de tests ADN aux fins d'identification. Les secours ont également rempli 14 sacs de débris divers, dont des chaussures, des portefeuilles et des vêtements. La haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a souhaité aujourd'hui que des experts internationaux participent à l'enquête sur le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Michelle Bachelet a déclaré dans un communiqué pour qu'une enquête puisse être menée sans l'émergence
de considérations politiques, la participation d'experts internationaux ayant pleinement accès aux preuves et aux témoins serait hautement souhaitable. Elle a souligné l'importance de déterminer si de graves crimes des droits de l'homme, comme la torture, l'exécution sommaire ou la disparition forcée, ont été commis et d'identifier toutes les personnes impliquées dans ce crime, indépendamment de leur fonction officielle. Elle a demandé à l'Arabie Saoudite de révéler l'endroit où se trouve le corps sans délai ou atermoiement, faisant valoir l'importance cruciale de son autopsie. C'est la troisième fois que Mme Bachelet publie un communiqué sur ce meurtre, alors que le corps du journaliste reste introuvable près d'un mois après sa mort, le 2 octobre dernier. Et voilà, ce sera tout pour ce soir. Tout de suite, le rappel des titres. Peu de changements dans le nouveau gouvernement annoncé ce mardi. Seule surprise, la nomination au ministère de la Défense du général de division Mohamed Ahmed Al-Qazouani. Les commerçants du marché central de nouveau dans la rue, ils protestent contre les coupures récurrentes de l'électricité dans leurs boutiques. La Mauritanie, meilleur pays africain de l'année, c'est la fondation Mo Ibrahim qui l'annonce dans son classement 2018 sur la gouvernance en Afrique. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.